Dans l'épisode 12, on s'est intéressé à l'âge de gloire de la Chine ancienne sous la dynastie Han. Ça va se poursuivre par plusieurs siècles de divisions encore plus dramatiques que dans l'Empire romain. Après 36 ans de conflits entre seigneurs de guerre, le pays se retrouve coupé en 3 royaumes en l'an 222. Le Wei, le Shu et le Wu. Les guerres se poursuivent, chaque roi revendiquant le titre impérial. Pourtant, la période des 3 royaumes marque un âge d'or de la poésie. Par ailleurs, le taoïsme et le bouddhisme gagnent du terrain aux côtés du confucianisme traditionnel. À cette époque, l'empire Xianbei se désagrège, mais les tribus restent très menaçantes. Dans les 3 royaumes, le pouvoir royal s'affaiblit rapidement. Un chef de guerre du Wei parvient à s'emparer du Shu en 263 et se proclame roi de Jin. Puis son fils Jin Wudi s'empare du Wu en 280, réunifiant l'empire chinois pour une courte période. Il réalise des réformes politiques et judiciaires, et pendant quelques années, la prospérité semble revenue. Mais en 290, sa mort entraîne une sanglante guerre de succession qui va durer 15 ans. Cette nouvelle période de chaos affaiblit considérablement le pays. Dans le même temps, les peuples d'origine barbare installés en Chine du Nord sont massivement utilisés comme mercenaires et acquièrent de plus en plus de pouvoir. Ils fondent des royaumes indépendants dans le Nord à partir de l'an 304. La capitale Luoyang est prise en 311 et l'empereur Jin est tué. La Chine du Nord passe intégralement sous le contrôle des barbares 5 ans plus tard. Elle se retrouve divisée en plusieurs royaumes très instables qui se font sans cesse la guerre, ce qui provoque un important recul économique et artistique. Pendant ce temps, au sud, un prince Jin se proclame empereur en 318 sous le nom de Jin Huangdi, perpétuant la dynastie. Depuis sa capitale Jiankang, l'actuelle Nankin, il passe son règne à réprimer les rébellions intérieures et à contrer l'avancée des royaumes barbares. À partir de 330, la Chine du Sud se consolide peu à peu. Elle contribue à diffuser la culture chinoise chez les peuples du Sud. C'est aussi une période faste pour la pensée philosophique. En 347, les Jin parviennent à s'emparer du Sichuan à l'ouest. Puis ils lancent des expéditions au nord contre les autres royaumes barbares. Qin antérieur à l'ouest, Yan antérieur à l'est. Malgré quelques succès, ça ne fait qu'affaiblir les Yan comme les Jin, et ce sont les Qin antérieurs qui en profitent. Ceux-ci s'emparent du Sichuan et de tous les royaumes barbares, unifiant la Chine du Nord en 376. La menace qui pèse sur la Chine du Sud est écartée de justesse 7 ans plus tard, à la bataille de la rivière Fei. Les Jin remontent la frontière jusqu'au fleuve Jaune, tandis que le royaume des Qin antérieurs se désagrège. La Chine du Nord retrouve sa fragmentation en plusieurs royaumes barbares. Peu après, des luttes de pouvoir plongent la Chine du Sud dans 10 nouvelles années de guerre civile, aggravées par les guerres contre le Nord. C'est le général Liu Yu qui rétablit l'ordre. Il s'empare du trône en 420, fondant une nouvelle dynastie. Peu après, au nord, le royaume Wei amorce une expansion sous l'impulsion de son roi Tuoba Tao. Il unifie ainsi la Chine du Nord en 439. Ça va configurer durablement la Chine en 2 royaumes plus stables et aux cultures bien distinctes. Le sud n'est autre que la continuité de l'ancien empire Han. Autrefois à l'écart du centre politique de la Chine, il est maintenant complètement acquis à la culture chinoise et connaît un développement marqué par une abondante création artistique. Quant au nord, dirigé par une dynastie d'origine barbare, il a connu un recul économique par rapport à l'époque des Han. Il continue pourtant de bénéficier du commerce par la route de la soie, tandis que le sud, plus à l'écart, doit développer une route maritime avec l'Inde, qui est alors à son apogée. Ça favorise l'essor de royaumes intermédiaires. Le Champa dans l'actuel Vietnam, le Funan centré sur l'actuel Cambodge, et le Tarumanagara à Java. Grâce à cette ouverture, le bouddhisme tend peu à peu à supplanter le confucianisme en Chine. Il gagne aussi le Koguryo en Corée, qui continue à s'étendre et atteint son apogée. La période reste très belliqueuse.
En Chine, les empereurs ont une faible légitimité et doivent composer avec une aristocratie guerrière puissante. En 450, l'empereur du Nord, Tuoba Tao, mène une expédition militaire qui affaiblit considérablement le sud et repousse la frontière. Peu à peu, le Nord achève sa sinisation et le contrôle sur les populations des steppes s'affaiblit. La capitale finit par être déplacée à Luoyang. Les garnisons du front Nord, insatisfaites par cet éloignement du pouvoir, finissent par se révolter. En 528, Luoyang est mise à sac. Le royaume du Sud profite de cette nouvelle faiblesse en lançant une campagne militaire contre le Nord. Face au chaos, 2 seigneurs de guerre finissent par prendre les choses en main. La Chine du Nord se retrouve divisée en 2 royaumes, le Zhou à l'ouest avec pour capitale Chang'an et le Qi à l'est avec pour capitale Ye. Finalement, ça contribue à redonner une nouvelle vitalité à la région. À l'ouest, les Zhou s'emparent du Sichuan aux dépens de la Chine du Sud. À l'est, la progression des Qi vers le sud provoque la chute de la dynastie. Les Shen arrivent au pouvoir, tandis qu'un général dissident établit son propre royaume au centre. Les années suivantes sont marquées par des révoltes internes dans le Qi. En 577, le Zhou en profite et annexe le Qi. Peu après, un général des Zhou renverse le roi et fonde la dynastie Sui, prenant le nom de Sui Wendi. En 589, il s'empare du Shen, réunifiant durablement la Chine. Après 3 siècles de division, le pays va enfin connaître 3 siècles d'unité. La Chine des Tang sera abordée à l'occasion d'une autre série. On va maintenant terminer celle sur l'Antiquité en retournant voir les héritiers de Rome, d'abord en Occident, puis en Orient.